7 millions de Français font confiance à Revolut et aucun d'eux n'a un compte dans une banque française. Pas un seul. Tu vas me dire, mais si, c'est marqué Revolut France dans mon application. J'ai un IBAN qui commence par FR et c'est régulé par l'ACPR française. Eh bien, tu te trompes, mon ami. Juridiquement, ce que tu as, c'est une succursale d'une banque lituanienne. Et cette nuance, elle n'est pas commerciale. Elle change tout. Elle change qui te supervise, qui te garantit ton argent si la banque tombe et qui décide quand ton compte est gelé. Donc aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il y a vraiment derrière Revolut. Pourquoi cette structure existe et surtout, pourquoi tu dois te poser 2 ou 3 questions très précises avant de continuer à l'utiliser. Je vais prendre 2 minutes pour te planter le décor. D'abord, on va être honnête. Revolut, c'est un succès, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, ils ont 7 millions de clients rien qu'en France. Ils visent les 10 millions à l'horizon 2027 et leur chiffre d'affaires en 2025 atteint 6 milliards de dollars, en hausse de 46% sur un an. Et leur bénéfice avant impôt grimpe à 1 milliard 700 millions de livres, en hausse de 57%. Donc on parle quand même d'une des fintechs les plus rentables d'Europe. Et oui, je vais aussi le dire parce que c'est la vérité, la grande majorité des clients Revolut n'ont jamais aucun problème. Ils ouvrent l'application, ils paient à l'étranger sans frais, ils retirent du cash à Marrakech ou à Bangkok et ça marche parfaitement bien. Pour cet usage-là, c'est même remarquable. Mais la garantie d'une banque, elle ne se mesure pas dans les cas où ça marche, elle se mesure dans les cas où ça casse. Et chez Revolut, ce moment où ça casse, c'est exactement ce qui est mal compris par les clients. Alors voilà comment ça marche juridiquement. En 2018, Revolut a obtenu une licence bancaire, mais pas au Royaume-Uni, parce que c'était trop compliqué après le Brexit, et surtout pas en France, parce que l'agrément aurait pris des années. Donc ils l'ont décroché en Lituanie. Et une fois cette licence obtenue à Vilnius, la règle européenne leur permet d'opérer dans les 27 pays de l'Union sans avoir besoin de demander quoi que ce soit aux régulateurs locaux. C'est ce qu'on appelle le passeport européen. Une seule licence pour tout le continent. Donc concrètement, Revolut France, c'est juste un comptoir local d'une banque qui décide de tout depuis Vilnius. L'ACPR n'a jamais eu son mot à dire sur son installation chez nous. Et il y a un truc étrange dans le bilan de cette banque. En 2024, ils ont chargé leur bilan de 770 millions d'euros de dette française. Cette ligne, elle a été multipliée par 21 en un an. Et pour une banque lituanienne, c'est un choix qui pose une vraie question. Maintenant, je vais te montrer ce que cette structure change concrètement, en commençant par la première chose qui devrait t'intéresser, qui te surveille concrètement quand tu mets ton argent là-bas. Quand tu mets ton argent dans une banque, normalement, il y a quelqu'un qui surveille. En France, c'est l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est elle qui vérifie que la banque a assez de fonds propres, qu'elle gère ses risques correctement et qu'elle peut tenir en cas de pépin. Et si la situation se dégrade, c'est encore elle qui peut prendre des mesures de sauvegarde, retirer l'agrément ou décider d'une résolution. C'est rassurant et c'est ce que la plupart des Français pensent avoir avec Revolut. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'ils ont. Parce que oui, l'ACPR a bien un pouvoir sur Revolut France, mais ce pouvoir est très limité. Elle peut vérifier la conduite commerciale, les pratiques publicitaires, le respect des règles anti-blanchiment locales. Ça, oui, elle peut le faire. En revanche, elle ne peut pas contrôler les fonds propres de la banque. Elle ne peut pas retirer l'agrément. Et elle ne peut pas non plus décider d'une résolution si la banque vacille. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'agrément n'est pas en France. Il est à Vilnius. Et depuis le 1er janvier 2024, c'est même la Banque Centrale Européenne qui supervise directement la holding de Revolut, à la demande des Lituaniens eux-mêmes. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les Lituaniens estiment que la banque est devenue trop grosse pour qu'ils la supervisent seuls. C'est cocasse tout de même. Et je vais te donner un cas classique que je vois remonter. Un dirigeant retraité, 280 000 euros, placé sur Revolut, qui reçoit un email de l'ACPR le redirigeant vers le médiateur. Il écrit et 3 mois plus tard, on finit par lui répondre que sa demande relève de la banque de Lituanie. 3 mois, rien que pour apprendre où il devait aller. Donc l'ACPR sur Revolut, c'est de la régulation de vitrine. Ils peuvent regarder la déco, ils ne peuvent pas ouvrir les comptes. Et si tu te dis « Ok, mais en cas de problème, je saisis le médiateur français », attends un peu de voir duquel médiateur on parle. Donc tu as un litige avec Revolut. Tu cherches le médiateur et tu te dis logiquement qu'il y a un médiateur bancaire en France, comme pour BNP, le Crédit Agricole ou la Société Générale. Sauf que tu n'es pas chez BNP,
ni au Crédit Agricole. Et le médiateur de la Fédération bancaire française, celui qui couvre les grandes banques que tout le monde connaît, eh bien lui, il ne te concerne pas. Pour Revolut, c'est le médiateur de l'ASF, l'Association française des sociétés financières. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et si ton litige porte sur les actions que tu achètes via Revolut Securities, le courtage de Revolut, alors là, ça devient encore plus compliqué. Parce que c'est la banque de Lituanie qui devient compétente, avec un délai d'1 an à compter de ta réclamation initiale. Et cette réclamation, tu dois la formuler dans les 3 mois suivant la découverte de la violation. Sinon, c'est mort pour toi. Sur le papier, ces canaux existent. Personne ne te ment. Mais en pratique, ils te ralentissent. Et un délai de 3 mois sur un litige bancaire, je te le dis tout de suite, c'est un autre monde. J'ai eu un client qui a passé 6 mois à chercher quel médiateur saisir pour un virement de 12 000 € qui s'était perdu entre Revolut et un courtier en assurance. 6 mois pendant lesquels personne ne lui devait rien officiellement parce que personne ne savait quel cadre s'appliquait. Et au final, tu vas où? La réponse honnête, c'est que personne ne le sait avant que tu aies déjà perdu au moins 6 mois. Et tout ce que je viens de te dire, c'est quand le différend se règle à l'amiable. Parce que quand le compte est bloqué, alors là, mon ami, c'est une toute autre histoire. Le 2 avril 2026, l'autorité italienne de la concurrence, l'AGCM, a infligé une amende de 11,5 millions d'euros à Revolut pour pratiques commerciales déloyales. Et quand on regarde le détail, il y a en fait 3 amendes différentes. 5 millions pour le courtage, 1,5 million sur les IBAN italiens et surtout 5 millions spécifiquement sur les blocages de comptes. Les mots utilisés par l'AGCM, je te les donne. Pratique agressive et absence de préavis adéquat. Et là, on ne parle pas d'une opinion d'association de consommateurs, on parle d'une décision d'autorité publique italienne. 5 millions d'amendes uniquement sur la façon dont Revolut bloque les comptes en Italie. Et ces pratiques décrites par l'AGCM, ce sont précisément celles que je vois remonter en France. Le cas qui me revient le plus souvent, c'est celui d'un client qui reçoit un virement entre 4 000 et 10 000 € et hop, son compte est bloqué pendant 7 jours. On lui demande 10, parfois 15 justificatifs. Prouver l'origine des fonds, l'identité de l'expéditeur, la nature de la relation commerciale. Et pendant ce temps, son argent est quelque part. Mais il ne peut pas y toucher. Et la vie continue. Son loyer est dû, ses prélèvements partent et le découvert s'accumule. Sur la plateforme 60 millions de consommateurs, on trouve des dizaines de témoignages chiffrés. Et je vais t'en citer 3 pour que tu te rendes compte. Un compte bloqué 2 mois et demi. Un autre avec 24 850 € bloqué sur 3 virements en avril 2024. Et un troisième avec 55 500 € bloqués pendant que Revolut examine la situation. Et attention, ce ne sont pas tous des cas frauduleux, loin de là. Ce sont aussi des gens qui ont juste reçu un virement plus important que d'habitude. Et puis il y a les cas où le blocage devient carrément systémique. En novembre 2025, Revolut a gelé en une nuit les comptes de plusieurs milliers de résidents russes qui vivaient pourtant légalement en Europe, sans enquête individuelle, sans décision judiciaire, juste sur la base d'une interprétation interne des sanctions européennes. Et au matin, des gens qui vivaient à Berlin, à Bruxelles ou à Madrid n'avaient tout simplement plus accès à leur argent. Et là, je te vois venir dans les commentaires me dire « Oui, mais ça marche bien la grande majorité du temps. » Et c'est vrai, mais la garantie d'une banque, elle n'est pas dans le cas qui marche, elle est dans le cas où ça casse. Et ce qui s'est passé à Berlin en novembre, ça peut très bien arriver à Lyon demain. Pas pour les mêmes raisons, certes, mais avec la même logique. Une décision unilatérale prise en quelques heures, sans recours immédiat. Et la décision qui coupe ton accès à ton argent, elle ne se prend pas à Paris, elle se prend ailleurs et tu n'en es même pas informé à l'avance. Et là, on parle quand même de quelque chose que 7 millions de Français utilisent au quotidien sans en connaître les rouages. Donc si cette vidéo t'apporte quelque chose, mets un like. Ça dit à YouTube de la montrer à d'autres personnes qui en auraient besoin. Et abonne-toi pour les prochaines vidéos sur le même registre. J'ai déjà une vidéo sur le PEA, une autre sur la garantie bancaire en France qui creuse exactement les mêmes problèmes sur d'autres produits. Maintenant, on passe à la garantie des dépôts. Et c'est là que beaucoup de gens vont tomber des nues. Quand tu mets ton argent dans une banque en France, normalement, il est garanti jusqu'à 100 000 € par déposant. C'est la loi européenne, tout le monde la connaît et je t'ai fait une vidéo là-dessus. Mais ce que personne ne te dit, c'est qui paie réellement en cas de défaillance. En France, c'est le FGDR, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Et à fin 2025, il dispose de 7,7 milliards d'euros de fonds propres auxquels s'ajoute une ligne de crédit additionnelle d'1,5 milliard. Ça fait au total 9,2 milliards d'euros qui sont mobilisables. En Lituanie, c'est l'IID,
le fonds d'assurance des dépôts et investissements lituanien. Et à fin 2024, il dispose de 371 millions d'euros. C'est tout. Donc en valeur absolue, le fonds français pèse 25 fois plus que le fonds lituanien. 9 milliards 200 millions contre 371 millions. Et surtout, le fonds lituanien a un autre problème beaucoup plus pratique. Parce que Revolut Bank UAB, à elle seule, c'est 31 milliards d'euros de dépôts au 4e trimestre 2025. Sur 38 milliards et demi de dépôts assurés en Lituanie au total. Autrement dit, plus de la moitié des dépôts assurés en Lituanie sont chez Revolut. Le fonds lituanien, dans les faits, c'est devenu le fonds de garantie de Revolut. Et ça change tout, parce que les fonds de garantie en Europe, ils ne sont pas calibrés pour indemniser un acteur seul qui pèse la moitié de leur exposition. Ils sont calibrés pour gérer la défaillance d'une banque parmi beaucoup d'autres. Pas pour gérer le scénario où c'est leur client principal qui tombe. Mets-toi dans la situation suivante. Tu mets 80 000 euros sur Revolut et la banque se casse la gueule. Eh bien, c'est ce fonds de 371 millions qui doit te payer, en théorie, dans un délai de 7 jours ouvrables. Mais en pratique, on n'en sait absolument rien, parce que l'IID n'a jamais eu à indemniser une banque de cette taille. Tout ce qu'il a indemnisé jusqu'ici, ce sont quelques unions de crédit avec des montants de 8, 18 ou 20 millions d'euros, pas 31 milliards. Donc tes dépôts sont bien garantis sur le papier, ça oui, mais pour un fonds qui n'a jamais eu affaire à un sinistre de cette taille, et qui mathématiquement n'a pas les moyens d'y faire face. Et tes dépôts, en réalité, ce n'est que la première couche, parce que tes actions chez Revolut, c'est encore une toute autre histoire. Tu utilises Revolut pour acheter des actions, une fraction d'Apple, quelque part d'un ETF et un peu de Tesla. Et tu te dis logiquement que tu es client d'un courtier européen. Eh bien, tu te trompes encore une fois, parce que quand tu achètes une action via Revolut, en réalité, tu es client de Revolut Securities Europe UAB, qui est l'entité lituanienne du courtage Revolut. Mais Revolut Securities, à son tour, est elle-même cliente d'un autre acteur, une société américaine qui s'appelle DriveWells, basée dans le New Jersey. Une boîte que tu n'as jamais vue chez Bourse Direct ou Boursorama parce qu'elle ne s'adresse pas aux particuliers en direct. Elle ne travaille qu'avec d'autres acteurs financiers. Donc les actions que tu achètes, elles ne sont ni en Lituanie ni en France. Elles sont enregistrées à New York au DTCC, qui est le dépositaire central américain. Et elles sont au nom de Revolut Securities, pas au tien. Et ça a 3 conséquences très concrètes. Premièrement, ta garantie investisseur en cas de faillite de Revolut Securities, elle est plafonnée à 22 000 euros parce que c'est toujours l'IID lituanien qui couvre. Alors qu'en France, pour un compte titre classique chez n'importe quelle banque française, la garantie titre du FGDR est de 70 000 euros. C'est 3 fois la garantie. Deuxièmement, les actions fractionnées, c'est-à-dire les 0,1 actions Apple que Revolut te vend pour rendre les marchés accessibles à partir d'1 euro. Eh bien, elles ne sont pas transférables. Donc si tu veux fermer ton compte demain et emporter tes titres chez Bourse Direct ou ailleurs, tu ne peux pas. Tout simplement, tu dois vendre et donc tu dois payer ta fiscalité sur les plus-values. Et troisièmement, la protection SIPC américaine, qui couvre théoriquement les clients de DriveWells, a été portée à 50 millions de dollars par compte en novembre 2025. Ce qui est énorme, je te l'accorde. Mais le problème, c'est que DriveWells, juridiquement, ne connaît pas ton identité. C'est Revolut Securities qui est cliente de DriveWells, pas toi. Et l'application directe de la SIPC à un Français individuel, c'est juridiquement flou. Et je te le dis honnêtement, les avocats spécialisés que j'ai consultés ne sont pas alignés là-dessus. Donc concrètement, tes actions Apple, elles ne sont pas dans une banque française. Elles ne sont même pas en Europe. Elles sont enregistrées à New York au nom de quelqu'un d'autre. Et tout ce que je viens de te montrer, la supervision, les recours, les blocages, la garantie, le courtage, c'est la mécanique normale quand tout va bien et quand l'opérateur respecte les règles. Sauf que sur les 18 derniers mois, l'opérateur, lui, a été sanctionné 4 fois sur 4 continents. Si tu utilises Revolut, je ne te dis pas du tout de fermer ton compte demain, c'est pas vraiment le sujet. Ce qui compte, c'est que tu saches précisément ce que tu détiens. Où est ton argent, sous quelle juridiction, qui te garantit et qui peut décider de te le bloquer. Et ce travail-là, c'est ce que je fais avec mes clients. On reprend leur patrimoine financier ligne par ligne. On regarde concrètement ce qu'il y a dans chaque contrat, pas seulement Revolut, mais l'ensemble, les assurances vie, compte titre, PEA, livret immobilier, et on identifie où sont les vraies fragilités, celles que personne ne voit. Si tu veux qu'on regarde ça pour toi, le lien pour échanger avec mon équipe est en description. Maintenant, on va parler des sanctions. Parce qu'en 18 mois, Revolut a écopé d'amendes ou de sanctions dans 6 pays différents sur 4 continents. Et ça raconte
forcément quelque chose. La première sanction tombe en Lituanie, le 8 avril 2025. La Banque de Lituanie inflige à Revolut UAB une amende de 3,5 millions d'euros pour défaillance anti-blanchiment. Et ils font bien comprendre une chose. C'est la plus grosse amende jamais infligée par la Banque de Lituanie à un de ses agréés. Et on ne parle pas de Revolut Australie ou de Revolut UK, on parle de la banque elle-même, à Vilnius, la maison mère. La deuxième sanction, cette fois, c'est en Australie, en septembre 2025. Austrac, le régulateur australien, afflige à Revolut Payments Australia une amende de 187 800 $ australiens pour 10 contraventions à la loi australienne de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Concrètement, c'est du reporting tardif de transferts internationaux. Et là, je veux te dire deux choses. La première, c'est que Revolut a auto-déclaré les manquements. Et ça, honnêtement, c'est à leur crédit. Mais la seconde, c'est que s'ils ont auto-déclaré 10 contraventions, c'est aussi que leur contrôle interne n'avait pas vu venir le problème à l'origine. Et ça, c'est un vrai problème. La troisième sanction, elle a lieu en Pologne, en décembre 2025. La KNF, qui est l'équivalent polonais de l'ACPR, impose à Revolut des conditions sur sa succursale polonaise. Pas d'amende cette fois-ci, mais une surveillance renforcée. Et quand un régulateur national impose une surveillance renforcée à un agréé européen passeporté, je te le dis tout de suite, c'est un signal politique fort. Quatrième sanction, et là on est de retour en Italie le 2 avril 2026 avec cette amende AGCM de 11,5 millions d'euros dont je te parlais tout à l'heure, soit au cumulé le triple des 3 précédentes additionnées. Et il y a 2 autres affaires hors classement officiel que je veux te citer. La première au Royaume-Uni en octobre 2024. Une enquête de BBC Panorama révèle que 9 793 plaintes pour fraude sur Revolut, rien que sur l'année 2023, et notamment le cas de Jack, un client qui a perdu 165 000 livres sur son compte. Et leur ratio de fraude par manipulation autorisée, c'est-à-dire les arnaques où le client autorise lui-même le virement sans réaliser qu'il se fait piéger, est 10 fois supérieur à celui de Barclays. Et dans cette enquête, il y a la citation d'un ancien salarié anonyme qui dit à la BBC, je cite, « Chez Revolut, le crime financier a toujours été en 2e position derrière la croissance. » Et la dernière affaire, c'est en France, en avril 2023 à Toulon. Le tribunal judiciaire de Toulon condamne Revolut à payer 63 450 € à un client qui avait été victime d'une escroquerie au placement financier. Pour négligence, la banque a été jugée responsable parce qu'elle n'avait pas su détecter les mouvements suspects sur le compte de son client alors qu'elle aurait dû. Des sanctions sur 4 continents en 18 mois. Ce n'est plus un accident statistique, c'est un design. Et la vraie question qui se pose maintenant, c'est qui décide de ça en haut? Qui choisit de prioriser la croissance sur tout le reste? Et la réponse, elle est à Dubaï. Alors qui est le pilote derrière Revolut? Il s'appelle Nikolai Storonski. Il a 41 ans, il est russo-britannique et c'est le cofondateur et CEO de Revolut. Il détient 29% du capital de Revolut Group Holdings. 29% du capital, rien que pour lui. Et à la valorisation actuelle de 75 milliards de dollars, ça veut dire que sur le papier, ses parts valent dans les 20 milliards de dollars. Je le répète, 20 milliards de dollars pour une seule personne. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est en réalité le plan d'incitation qu'il a négocié avec les investisseurs. Parce que si Revolut atteint les 200 milliards de valorisation, qui est la cible affichée pour l'IPO de 2028, il peut recevoir jusqu'à 10% de capital supplémentaire, ce qui le porterait potentiellement à 39% du capital, soit à 200 milliards de valorisation, environ 78 milliards de dollars pour une seule et même personne. Honnêtement, c'est une des plus grosses incitations à la croissance jamais structurées dans le secteur fintech. Et où vit ce monsieur, à ton avis? À Dubaï, Émirats Arabes Unis. Et il a officialisé son départ du Royaume-Uni en automne 2025, juste avant l'abolition complète du régime des non-domiciliés, c'est-à-dire le statut fiscal britannique des résidents étrangers qui leur permettait de ne pas être taxés sur leurs revenus mondiaux. Selon les estimations de Tax Policy Associates, ce déménagement lui a permis d'économiser plus de 3 milliards de livres en impôts. Le timing est intéressant, n'est-ce pas? Alors tu vas me dire, ok, mais on aime la croissance, c'est précisément ce qui rend les fintechs rentables. Et c'est vrai, mais la croissance d'une fintech qui touche au cash de 70 millions de personnes, ça crée une responsabilité particulière. Parce que c'est l'argent de 70 millions de personnes qui peut être potentiellement bloqué un samedi matin. Ce n'est pas la même chose que la croissance d'une boîte qui vend du SaaS en B2B. Et la culture interne de Revolut, elle est documentée, mais pas par les médias généralistes,
elle est documentée par d'anciens salariés. En septembre 2024, Storonski fait une déclaration publique où il explique que les employés sous-performants dans les startups tech doivent avoir, je cite, 6 semaines pour s'améliorer ou partir. Pas 6 mois, 6 semaines. Et soyons honnêtes, tu fais combien de temps dans une banque traditionnelle avant qu'on te dise sérieusement de t'améliorer? 6 mois minimum, et souvent plus, et plus souvent 1 an. Mais chez Revolut, c'est 6 semaines. Et il y a aussi le fameux système Karma, qui est cité par Business Insider en avril 2025. C'est un multiplicateur de bonus indexé sur la conformité aux objectifs. Alors oui, la compliance fait partie du Karma, mais elle est subordonnée aux objectifs de croissance. Donc si un salarié de la compliance ralentit le lancement d'un nouveau produit, son Karma baisse et son bonus aussi. Et il y a aussi une enquête de Wired UK qui date de 2019, qui reste à ce jour l'une des seules enquêtes journalistiques de fond sur Revolut. Et ce qu'on y apprend, c'est 80% de turnover en moins d'1 an, 3 DRH en l'espace de 2 ans, et une pression systématique sur tous les salariés. Avec une citation de Storonski lui-même qui dit « La croissance vient souvent par la confort ». Donc le mec qui pilote la banque où 7 millions de Français ont leurs économies, il a quitté le Royaume-Uni à la seconde où sa fiscalité personnelle allait changer. Et tu te dis qu'il prend ses autres décisions avec le même horizon de temps que toi? T'as complètement faux. Et maintenant, on va parler du vrai sujet de cette vidéo. Parce que ce que je viens de te raconter depuis le début, ce n'est pas exactement le sujet. Tu pourrais penser que le message de cette vidéo, c'est « Revolut, c'est dangereux, ferme ton compte ». Mais non, c'est pas du tout ça. Le message, il est ailleurs. Parce que le vrai problème, c'est pas Revolut, c'est nous. C'est la majorité des Français qui ont 100 000, 200 000 ou 300 000 euros de patrimoine et qui ont placé cet argent sur 2 ou 3 endroits maximum, leur banque, leur assurance vie et leur PEA, et qui n'ont jamais regardé sous le capot d'aucun de ces endroits. Revolut, c'est juste le cas pédagogique le plus facile à démonter, parce que sa structure est plus complexe que celle d'une banque française classique. Mais le même exercice, si on le faisait sur ton crédit agricole, sur ton assurance vie française ou sur ton PEA, on aboutirait à des réponses tout aussi gênantes. C'est la même mécanique que ce qu'on voit sur les SCPI maisons de banques privées. L'opérateur a son propre intérêt en tête, et pas forcément le tien. Et il y a un détail que je t'ai donné tout au début de la vidéo sans m'attarder. Est-ce que tu t'en souviens? Le bilan de Revolut Bank UAB à fin 2023 contenait 36 millions d'euros d'obligations françaises. Et à fin 2024, 12 mois plus tard seulement, ce chiffre est passé à 770 millions. Donc cette ligne, elle a été multipliée par 21 en 1 an. Et à titre de comparaison, l'exposition de Revolut à la dette de la Lituanie, son propre pays d'agrément, n'est que de 94 millions. Ce qui veut dire que la banque lituanienne détient aujourd'hui 8 fois plus de dettes françaises que de dettes de son propre pays. C'est tout simplement une banque lituanienne qui se prépare à devenir une banque française et qui charge déjà son bilan avant même d'avoir obtenu la licence. Donc demain, peut-être, Revolut sera bel et bien une banque française, soumise au FGDR, couverte pleinement par l'ACPR, avec accès au livret A, au PEA et au prêt immobilier. Et ce jour-là, ce sera le bon moment pour tout le monde. Mais d'ici là, la question pour toi reste exactement la même. Et figure-toi qu'elle n'est même pas « est-ce que tu dois fermer Revolut ?» La vraie question, c'est si tu as 100 000 euros qui dorment quelque part, est-ce que tu sais vraiment ce qu'il y a en dessous? Tant que cette banque ne sera pas française, c'est à toi de savoir précisément ce que tu signes quand tu cliques sur « ouvrir un compte ». Si la vidéo t'a appris quelque chose, lâche un like et n'oublie pas de t'abonner. Et là, tu vas peut-être te dire « ok, donc je sors de Revolut et je remets tout dans une vraie banque française ». Eh bien justement, j'ai un problème pour toi. Parce que le fonds français de garantie des dépôts, entre ce qu'il te promet et ce qu'il peut faire en cas de pépin, ce n'est pas du tout la même chose. Le système de garantie qui te protège chez BNP ou Crédit Agricole a un trou béant que personne ne mentionne jamais. Et je t'en ai fait une vidéo, elle est juste ici. Je te dis à tout de suite.